Oui, donc les contrôles des opérations sont organisés par parcelle, comme on dit, et pour chaque lot ou groupe sont attribués des parcelles précises dont ils sont responsables tout au long de l'année. Ils peuvent avoir plusieurs parcelles. Alors, normalement, cette division de contrôle des opérations sait comment produire les, 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 les récoltes bien particulières. C'est elle qui programme cela. Et en réalité, son client pour les, 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 les équipes, les divisions de planting division, comme on a vu tout à l'heure là. Ceci. Donc, ils passent leur commande là-bas. Et ceux-là les facturent. Ici, le client qui appelle les divisions de contrôle des opérations, c'est le marketing et les ventes, qui, eux, connaissent le marché. Ils disent, OK, on aura besoin de tant de tonnes de maïs cette année. Est-ce que vous voulez produire ça? Et donc, eux, ils vont regarder les parcelles qui existent et dire, OK, on peut faire effectivement ça. C'est tel type de maïs, telle quantité. Ils regardent les parcelles. Ils contrôlent aussi le switch entre les différentes cultures. Ils voient la disponibilité des parcelles, leur capacité à produire le rendement escompté et donnent un devis à la division à côté qui est celui du marketing. La division marketing, c'est celui qui sait exactement, c'est une division de profit qui sait exactement quels sont les besoins de nos clients finaux. Et c'est eux qui font toutes les commandes. Ils sont propriétaires de tous les stockages. Ils sont propriétaires ils sont en réalité aussi superviseurs et propriétaires de toutes les sous-divisions de vente des récoltes ou aussi des divisions qu'on appelle des produits manufacturés que vous voyez ici à droite. Donc vous avez des sous-divisions ici là qui vendent des produits manufacturés, des sous-divisions qui sont chargées de la vente des récoltes, qui sont eux dépendants de la division marketing. Et cette division marketing là aussi contrôle tout ce qui est stockage. Donc belong to a crop division, commercial division. Donc ils sont propriétaires de tout ce qui est stockage, vente des produits finis et vente des récoltes. Donc le marketing est organisé en division de vente. Donc, il peut en avoir beaucoup. Division de vente des récoltes. Peut-être il y a des divisions qui s'occupent que de la vente de maïs, des divisions qui s'occupent de la vente des céréales ou des produits combinés, ainsi de suite. Ça dépend des produits qu'on a à vendre. Ou des produits finis avec des directeurs derrière qui ont des sous-divisions organisées et aussi des divisions de stockage. Ils passent leur commande à la division des opérations et la division des opérations, effectivement, programme la mise en œuvre de cela et les produits et leur donne la récolte et leur fournit cette récolte-là au moment des récoltes. Ensuite, la responsabilité passe à la marketing division qui, elle, devient propriétaire de ces récoltes. C'est pour ça que vous voyez ici, en haut, que c'est eux qui détiennent tous les stockages, les hangars de stockage de nos produits. C'est eux qui sont responsables de ça. Ils savent maintenant comment accumuler les produits, qu'est-ce qu'il faut vendre directement, qu'est-ce qu'il faut garder, et éventuellement, s'il faut retransformer, ils vont s'adresser à la direction de ces des contrôles des opérations qui ont la technique et la logistique pour savoir comment transformer, conditionner ces produits-là, parce qu'ils ont des divisions spécialisées là-dedans. Alors, que ce soit la transformation, tout cela, cette division contrôle les opérations et généralement sous-traite cela aux divisions chargées de semer et récolter, qui sont les crop planting divisions que nous avons présentées tout à l'heure là. Et une fois que eux ils ont planté, ils travaillent jusqu'à ce qu'ils aient la récolte et ils livrent la récolte à un prix qu'ils auront déterminé. Donc c'est ça le mécanisme, c'est globalement parlant l'organisation qui est derrière. Ça nous prend beaucoup de gens,
surtout des gens qui comprennent l'agriculture, qui maîtrisent les contraintes de rotation des sols, de reconnaissance des cultures, comment on gère les parcelles, ainsi de suite. C'est pour ça que aussi dans le choix de la mise en œuvre de nos parcellisations, de nos lotissements, nous avons besoin d'être très clairs, d'avoir des mappings bien alignés et que les datas sur les données sur les parcelles déjà utilisées chaque année s'accumulent et nous permet de savoir qu'est-ce qui est faisable dessus, quels sont les rendements, ainsi de suite. Donc, vraiment une organisation très très poussée et que je sais que nous, on est capable de faire, nous, entre nous, avec les Camerounais qui veulent bien y participer. Alors, voilà. Nous avons fini de présenter donc cette partie qui concerne effectivement le comment de notre projet, l'aspect technique. Et avant d'aborder la partie vraiment finale, c'est la deuxième partie, nous allons finir cette partie-ci en vous présentant notre analyse des forces et faiblesses de ce projet. Oui, alors, nous avons fait une analyse forces et faiblesses sans vous présenter au préalable ce que nous appellerons les aspects financiers, parce que nous avons préféré mettre ça à la fin. On va vous présenter le marché, on va vous présenter les chiffres d'affaires, on va vous présenter tout ça là. Mais avant cela, on voulait déjà vous présenter l'aspect métier, parce que c'est ça qui fait, plus que les chiffres que nous allons prévisionnels que nous allons vous présenter, les meilleures façons d'apprécier un projet d'entreprise. Un projet d'entreprise, ce n'est pas seulement les chiffres qu'on vient vous présenter. Ce qu'on nous on voulait vous montrer, c'est est-ce que nous maîtrisons, quelles sont les démarches qu'on a fait, est-ce que vous avez des choses que vous pouvez nous apporter. Donc, au-delà des chiffres, discutez d'abord de notre approche, de notre conviction, de notre façon de voir les choses, qui n'est pas la seule façon de faire, mais une des façons de faire que nous souhaitons faire dans un pool commun avec l'ensemble des gens de la diaspora et construire ainsi un projet où tout le monde vient mettre et apporter sa contribution. Donc, en termes de force, ce que nous avons constaté, c'est que premièrement, ce qu'on avait mis il y a quelques mois comme opportunité, ça veut dire la possibilité d'avoir l'agrément, c'est devenu une force parce que nous l'avons déjà. Donc, c'est devenu une force. Ça va nous permettre d'avoir, comme on a le soutien de l'État, beaucoup de facilité qu'on va avoir au niveau des imports, carburant, tout ça là. Ça va nous permettre d'avoir du soutien facilement des gens qui vont adhérer, beaucoup de moyens et pouvoir discuter vraiment avec nos partenaires stratégiques qu'on vous a présenté au début. Nous avons présenté une force aussi qui est celle de la capacité de gestion des sols. Ça, c'est une des faiblesses techniques que nous avons constatées au Cameroun. C'est que les agriculteurs ont toujours négligé les sols. Quand vous allez, par exemple, à l'ouest du Cameroun, vous voyez que l'ouest est carrément, d'un point de vue géologique, des collines. Les gens ont longtemps cultivé ces terres-là. Il y a eu érosion. La partie vraiment fertile du sol, la plus importante, ça veut dire des 15 à 25 centimètres de la surface, a été laminée par les pluies, tout ça là, pour aller se déverser dans les ravins. Et aujourd'hui, les terres sont infertiles. Donc aujourd'hui, les gens sont obligés d'aller semer dans les marécages. Oui, parce que on n'avait pas pensé, nos ancêtres n'avaient pas pensé qu'il fallait, n'avaient pas la technique ou les outils pour conserver, empêcher ce ravinement-là. Donc nous, ça ne nous arrivera pas. On a l'avantage aussi que, ayant analysé dans le choix de nos sites, on s'est arrangé pour avoir des sites plans, pas de collines, tout ça là, c'est assez plan, relativement plan, et même quand il y a des ondulations, nous allons géographiquement les encadrer et traiter tout ce qui est canalisation, bordure, route, accès, pour que
la fertilisation reste, les engrais et les minéraux que l'on met dessus soient conservés. Nous allons travailler sur la qualité et le volume de production. Ça, c'est une de nos forces. Et puis, stabiliser le rendement de notre activité. Mais, d'un point de vue maintenant, opportunité, d'abord, on a beaucoup d'opportunités qui vont se présenter à nous. D'ailleurs, qui vont être renforcées du fait qu'on a eu une loi d'agrément, parce que, comme l'État nous donne l'agrément, le milliardaire va suivre aussi. Il va nous aider. Généralement, les subventions du milliardaire sont une grosse aide, parce que vous allez voir dans les aspects financiers que pour cultiver 1000 hectares, ça prend environ près de 340 millions d'intrants à investir. Bien sûr que derrière, quand c'est bien traité, quand les trucs ont poussé, vous pouvez avec le temps, si vous avez bien géré votre fertilisé, tout ça là, et conserver bien votre sol, vous allez rattraper ça rapidement parce que les chiffres d'affaires c'est en milliards. Mais 320 millions, 340 millions de coûts d'intrants, c'est pas une petite chose, surtout pour une entreprise qui commence. Donc, avec la subvention du milliardaire, nous allons aller chercher une bonne partie de ces intrants-là que le milliardaire offre aux agriculteurs. Nous avons aussi les banques de développement qui se développent, de PME, qui se développent au pays. C'est pour ça que nous avons préféré rester au niveau PME pour pouvoir bénéficier aussi de ce soutien des banques de développement parce que l'État du Cameroun est actuellement en train de mettre en place toute une politique d'aide à nos PME. Vous voyez que nous, comme on vient d'arriver, on est en train de voir que, effectivement, au pays, malgré les critiques, il y a des programmes, sauf que les Camerounais ne sont peut-être pas bien informés ou que ne savent pas comment y aller. Nous allons profiter aussi de ça pour aller chercher ça, être parmi les premiers. Nous avons aussi la force de la diaspora. Ça veut dire vous qui suivez cette vidéo, qui normalement est une opportunité même que nous pouvons mettre comme numéro 1. Parce que si la diaspora nous suit, je ne pense pas que ce projet peut avoir un problème un jour. Ce projet ne pourra être que un projet à succès. Enfin, la Banque mondiale et la FAO, nous, on veut avoir leur crédit, on va avoir leur prêt pour pouvoir financer et avoir des partenaires de haut calibre pour avoir des conditions de stockage et de conservation et de transformation de nos produits de qualité. Les faiblesses que nous on peut mentionner ici, c'est le coût important de l'investissement, parce que, mine de rien, vous savez que nous on a prévu en 5 ans d'investir 6 milliards. 6 milliards et demi à peu près. Vous avez vu, ça vous a été confirmé dans la lettre de l'agrément que le ministère a fait. Ils n'ont pas oublié de préciser. Nous on attend que vous investissiez 6 milliards et demi à peu près au pays. Et nous allons le faire. Nous allons le faire grâce à vous. Nous allons le faire parce que nous, on sait que au bout de la 3e année, nous allons passer à une capacité d'autofinancement à partir de la 3e année de production, parce que le rendement et les gains vont nous permettre de le faire. Un autre aspect, c'est le fait qu'il y ait des gros investissements. Ça nécessite des investissements très très lourds. C'est pour ça que peut-être que beaucoup de gens viennent dire que bon, c'est un projet ambitieux, tout ça là, mais je vous dis, arrêtez. Je vous fais un calcul très simple. C'est une faiblesse aujourd'hui, parce que nous, Africains, nous, Camerounais, nous ne savons pas bouger ensemble. Mais imaginez qu'il y a 1000 personnes qui viennent, 1000 Camerounais de la diaspora qui cotisent 1000 € par an. Ça devient quelque chose de très très faisable. Nous avons besoin de personnel hautement qualifié. Ça veut dire que, au lieu que vous perdez le temps ici, là, à faire le Njogmassi pour le MECAT, nous aimerons que, très rapidement, on s'entende pour savoir comment on rentre au pays et on se fait des salaires et on travaille pour nous-mêmes. Du côté des menaces, là, les banques en local sont dures. Ça, vous savez. Et puis, bon, tout ce qui est risque
environnementaux, le vol, la sécurité des récoltes, les risques des prix, les coûts des organisations. Je dis ciao ciao